L'air de Barranquilla, ce 22e jour de février de l'année 1977, était une caresse moite, lourde du parfum des mangues mûres et de l'iode salé charrié par la brise marine des Caraïbes. Dans cette ville vibrante de la Colombie, où les rythmes du cumbia et du vallenato s'échappaient des fenêtres ouvertes et se mêlaient aux clameurs joyeuses de la rue, une nouvelle âme venait de voir le jour, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Ses petits poumons emplissaient l'espace d'un cri aigu, un prélude inconscient aux mélodies puissantes qui, des décennies plus tard, feraient vibrer le monde entier. Elle était le fruit d'une union riche en héritage. William Mebarak Chadid, son père, un homme aux yeux profonds et à l'âme de poète, d'ascendance libanaise, et Nidia Ripoll Torrado, sa mère, dont les racines plongeaient dans la terre colombienne. La maison familiale n'était pas un simple abri, mais un creuset de culture où les mélopées arabes se mariaient au rythme latin, où les histoires ancestrales du Moyen-Orient s'entrelaçaient avec les légendes colorées des Caraïbes. Dès son plus jeune âge, Shakira fut une éponge, absorbant chaque nuance, chaque vibration de cet environnement foisonnant. Ses premiers pas furent guidés par la musique, non pas celle des berceuses conventionnelles, mais celle des contes que son père lui murmurait, des mélodies qu'il fredonnait, des poèmes qu'il déclamait. Les mots, pour elle, n'étaient pas de simples outils de communication. Ils étaient des couleurs, des textures, des sons. À l'âge tendre de 4 ans, alors que d'autres enfants peinaient encore à former des phrases complètes, Shakira couchait déjà sur le papier ses premières émotions, ses premières observations du monde, sous forme de poèmes. Son écriture était enfantine, parfois maladroite, mais la sincérité et la profondeur des sentiments qu'elle y déversait étaient déjà frappantes. Elle se souvient encore de l'odeur du papier jauni par le soleil et du crissement de son crayon sur la feuille, ces moments sacrés où elle donnait forme à l'invisible. Le salon familial se transformait souvent en une scène improvisée. Influencée par son héritage libanais, la petite Shakira découvrit la danse du ventre. Les mouvements fluides, les ondulations du bassin, les vibrations des foulards ornés de pièces de monnaie autour de sa taille, tout cela était une extension naturelle de son être. Elle n'imitait pas, elle s'exprimait. Son corps, encore gracile, racontait déjà des histoires, des émotions qu'elle ne pouvait pas encore entièrement verbaliser. Les rires et les applaudissements de sa famille étaient son premier public, sa première source d'encouragement. Mais ce n'était pas seulement la danse et la poésie qui l'attiraient. La musique, dans sa forme la plus pure, l'appelait avec une force irrésistible. Elle participait à des concours de chants locaux, des événements modestes où les jeunes talents de Barranquilla venaient tester leur voix. Dès qu'elle montait sur scène, une transformation s'opérait. La petite fille timide laissait place à une présence magnétique. Sa voix, rocailleuse et vibrante, était unique, si singulière qu'elle déconcertait parfois. Elle se souvient encore des remarques de certains enseignants de musique, leurs sourcils froncés, leurs mots hésitants. « Tu as du talent, Shakira, mais ta voix elle est si différente. Tu ne chantes pas comme les autres enfants. » Ces mots, loin de la décourager, ne firent qu'ancrer plus profondément en elle la conviction de sa singularité. Elle n'avait pas l'intention de chanter comme les autres, elle voulait chanter comme elle. Cette détermination précoce, cette sensibilité artistique intense, était le moteur de son existence naissante. Elle était animée par une soif d'expression insatiable, une conscience aiguë de son identité unique. Un mélange d'innocence enfantine et d'une maturité émotionnelle déjà perceptible la poussait à explorer et à créer sans relâche, comme si le temps lui était compté. Les années 1990 à 1995 furent une période d'apprentissage intense, de tâtonnement et de percée. À l'âge de 13 ans, l'adolescente aux boucles brunes et au regard perçant, signait son premier contrat discographique avec Sony Music Colombia. C'était un rêve devenu réalité, une porte ouverte sur ce monde de sons et de scènes qu'elle chérissait tant. L'ambiance était électrique, une effervescence créative qui la portait. Elle se souvient de l'encre fraîche sur le contrat, de la poignée de main ferme du cadre de la maison de disques, et de la promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même. Elle allait y arriver. Pourtant, les débuts furent rudes. Ses 2 premiers albums, Magia, sorti en 1991, et Peligro, en 1993, ne rencontrèrent pas le succès espéré. Les critiques étaient mitigées, les ventes modestes. Elle se souvient des nuits passées dans des studios d'enregistrement à l'acoustique parfois approximative, l'odeur de la poussière et des câbles électriques mêlés à celle du café fort. Elle y apprenait les rouages de l'industrie, les compromis, les attentes des producteurs, la frustration de ne pas être entièrement comprise. Ce furent des leçons dures, mais précieuses. Chaque échec apparent, chaque porte fermée, ne faisait que renforcer sa résilience. Elle se sentait comme un roseau pliant sous le vent, mais refusant de se briser. Sa passion indomptable et sa volonté farouche de prouver sa valeur transformaient ces obstacles en carburant pour sa créativité. C'est avec Pi Descalzo, sorti en 1995, qu'elle prit les rênes de son destin artistique. Elle insista pour avoir un contrôle créatif total, pour que chaque note, chaque mot soit le reflet authentique de son âme. L'album était un mélange audacieux de rock alternatif et de pop latine, une fusion de genres qui rompait avec les conventions de l'époque. Ses paroles, introspectives et poétiques, parlaient d'amour, de désillusion,
de quête d'identité, des thèmes universels mais abordés avec une profondeur rare pour une jeune artiste. La chanson « Estoy aquí » devint un hymne pour toute une génération, un cri du cœur qui résonnait dans les radios et les clubs de toute l'Amérique latine. L'ambiance était celle d'une artiste en pleine éclosion, naviguant entre les attentes de l'industrie et sa propre vision. Elle se souvient de la première fois qu'elle entendit « Estoy aquí » à la radio, le volume à fond dans la voiture de sa mère, les larmes de joie brouillant sa vision. Antologia, une ballade déchirante, scella son statut de poétesse moderne. Elle se souvient des scènes bondées, les lumières des projecteurs brûlant sa peau, les visages levés vers elle, chantant chaque parole en chœur. C'était une euphorie pure, une connexion profonde et viscérale avec un public qui, enfin, la comprenait. Elle commença à tourner intensivement, traversant le continent, de Bogota à Buenos Aires, de Mexico à Santiago. Chaque concert était une célébration, une communion. Les salles étaient imprégnées d'une énergie juvénile, d'une soif de vivre et de s'exprimer. Elle était consciente de son potentiel, une force de la nature prête à conquérir le monde, une étoile montante dont l'éclat ne faisait que commencer à scintiller. L'année 1998 marqua une nouvelle étape avec la sortie de « Donde están los ladrones ?» Cet album consolida sa base de fans en Amérique latine, prouvant que son succès n'était pas un simple feu de paille. Mais Shakira avait des ambitions plus grandes. Le monde anglophone, ce géant endormi, l'appelait. C'était un défi colossal, une montagne à gravir, mais sa détermination était inébranlable. Elle se plongea dans l'apprentissage de l'anglais avec la même intensité qu'elle mettait dans sa musique, passant des heures à étudier les grammaires, à écouter des chansons, à regarder des films. C'était un travail acharné, souvent frustrant, mais elle savait que c'était la clé pour ouvrir de nouvelles portes. En 2020, le fruit de ce labeur se matérialisa avec Laundry Service, un album bilingue qui allait la propulser sur la scène mondiale. L'ambiance était celle de la conquête, une énergie palpable dans l'air. Elle se souvient des sessions d'enregistrement intenses, des allers-retours entre l'espagnol et l'anglais, cherchant la traduction parfaite, la rime juste, la mélodie universelle. Whenever, Wherever fut le premier single, et son impact fut immédiat et dévastateur. Le monde entier découvrit sa danse emblématique, ses mouvements de hanches hypnotiques qui défiaient la gravité, sa voix rocailleuse qui racontait des histoires d'amour et de passion. La lumière des projecteurs mondiaux l'aveuglait, mais elle ne sciait pas. Les plateaux de télévision des États-Unis, d'Europe, d'Asie, s'ouvraient à elle. Underneath Your Clothes suivit, une ballade sensuelle qui montrait une autre facette de son talent. Elle devenait une icône de la pop mondiale, défiant les barrières linguistiques et culturelles avec une aisance déconcertante. Les tournées mondiales se succédaient, à guichets fermés, dans des stades immenses où des milliers de voix reprenaient ses chansons. Elle se sentait à la fois exténuée par l'ampleur du travail et galvanisée par l'accueil mondial. Elle recevait de multiples récompenses, des disques de platine qui tapissaient les murs de son bureau, des trophées qui s'accumulaient sur ses étagères. Chaque victoire était une preuve qu'elle avait brisé des plafonds de verre, qu'elle pouvait conquérir le monde avec son authenticité. Il y avait une légère appréhension face à l'immensité de sa nouvelle célébrité, mais surtout un sentiment de devoir accompli, la fierté d'avoir suivi son propre chemin. L'année 2010 restera gravée dans sa mémoire comme un tournant, non seulement professionnel, mais surtout personnel. Le monde entier avait les yeux rivés sur l'Afrique du Sud, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA. Shakira fut choisie pour interpréter l'hymne officiel de la compétition, Waka Waka. La chanson, avec son rythme entraînant et son message d'unité, devint un phénomène mondial, un hymne de joie qui transcendait les frontières. L'atmosphère était festive et électrique, imprégnée de l'esprit universel du football et de la musique. La lumière était chaude, vibrante, reflétant l'optimisme et la joie de vivre qui inondaient le monde. C'est lors du tournage du clip vidéo, au milieu de la ferveur des danseurs et de l'énergie des athlètes, qu'elle rencontra Gérard Piqué, le jeune footballeur espagnol au regard intense. La connexion fut immédiate, palpable, un courant silencieux qui traversa la foule et les lumières du plateau. Elle se souvient de son sourire, de la façon dont leurs regards se croisèrent, un instant suspendu dans le temps. Leur relation naissante fut discrète au début, un secret partagé, un jardin intérieur qu'ils cultivaient loin des regards indiscrets. Mais la rumeur se propagea rapidement, et leur histoire d'amour, largement médiatisée, devint l'un des couples les plus emblématiques du monde du divertissement et du sport. C'était une Shakira amoureuse, rayonnante et confiante en l'avenir, prête à embrasser cette nouvelle dimension de son existence. Elle ressentait une euphorie, un sentiment de nouveau départ. Elle voyait en Piqué non seulement un partenaire, mais aussi un complice pour construire une vie, un foyer. C'était un conte de fées moderne, où deux icônes de mondes différents se rencontraient et tombaient amoureuses sous les yeux du monde, annonçant une nouvelle phase de sa vie, où l'amour et la famille prendraient une place centrale. Les années 2011 à 2021 furent une décennie de bonheur domestique, mais aussi de défis silencieux. Shakira et Gérard Piqué officialisèrent leur relation et s'installèrent à Barcelone, dans une villa spacieuse où le soleil méditerranéen baignait leur journée. En 2013, leur fils aîné, Milan, vint au monde, suivi par Sacha en 2015.
La maison était remplie des rires d'enfants, des jouets éparpillés, de l'odeur des repas préparés avec amour. L'ambiance était domestique, chaleureuse et aimante. La lumière était douce, celle d'un foyer familial, mais elle était parfois traversée par les flashs des paparazzis qui guettaient à chaque coin de rue et par les projecteurs des scènes mondiales qui l'appelaient sans cesse. Shakira jonglait avec les exigences d'une carrière mondiale, album à enregistrer, tournée à planifier, son rôle de coach à The Voice aux États-Unis et son rôle de mère attentive. Elle tentait de trouver un équilibre, un point d'harmonie entre ses engagements professionnels et sa vie de famille. Elle devint une figure de proue de la maternité et de la femme accomplie, une image de perfection renvoyée par les magazines et les réseaux sociaux. Mais derrière cette façade brillante, la réalité était plus complexe. Cette période était aussi marquée par les défis inhérents à la vie de couple sous les projecteurs, les sacrifices personnels et les premières fissures invisibles dans le vernis de leur bonheur parfait. Elle se sentait comblée par sa maternité, un amour inconditionnel pour Milan et Sacha qui transcendait tout le reste. L'amour pour Piqué était profond, un pilier de son existence. Pourtant, elle commençait à ressentir le poids des compromis. Les absences répétées pour le travail, les nuits passées loin de ses enfants, la pression constante d'être à la fois une artiste mondiale et une mère présente. Chaque choix était un tiraillement, chaque décision une négociation silencieuse avec elle-même. Elle se sentait forte, capable de tout affronter, mais aussi vulnérable, sentant les prémices d'un déséquilibre. Les moments de bonheur intense côtoyaient la pression constante et les compromis silencieux, ces petits renoncements quotidiens qui, mis bout à bout, commençaient à éroder le socle de leur relation. Un sentiment de devoir et d'amour inconditionnel l'animait, mais aussi les premières interrogations sur son propre bien-être et ses aspirations profondes. L'équilibre était fragile, et le bonheur apparent masquait des tensions sous-jacentes, des non-dits qui s'accumulaient, attendant le moment de se révéler au grand jour. Le fragile équilibre qu'elle avait si ardemment cultivé, cette délicate alchimie entre la superstar mondiale et la mère de famille aimante, commença à se fissurer vers la fin de l'année 2021. Les murmures, d'abord discrets comme le bruissement des feuilles mortes sous les pas, se firent bientôt plus insistants, charriés par la brise des journaux espagnols et les discussions fiévreuses sur les plateformes numériques. Des articles, rédigés avec une prudence hypocrite, évoquaient des sources proches parlant de tensions croissantes au sein du foyer, de séparation temporaire, qui, dans l'intimité des murs de la villa barcelonaise, avait déjà eu lieu. Shakira, d'ordinaire si maîtresse de son image, si réservée sur les arcanes de sa vie privée, se drapa dans un silence protecteur. Chaque fibre de son être hurlait de douleur, mais elle opposait au monde un front impassible. Son premier réflexe était de protéger ses enfants, Milan et Sacha, de ce chaos naissant, de maintenir l'illusion d'une normalité pour ces jeunes âmes qui ne demandaient qu'à grandir dans la sérénité. Elle se souvient des regards interrogateurs de ses fils, de leurs questions innocentes sur l'absence de leur père à table ou les longs silences qui pesaient parfois dans le salon. Elle inventait des excuses, des déplacements professionnels, des imprévus, des mensonges blancs tissés avec la toile de l'amour maternel et du désespoir. Les apparitions publiques du couple, autrefois si fréquentes et si photographiées, se raréfièrent. Les tapis rouges ne les voyaient plus ensemble, les événements mondains se déroulaient sans leur présence unie. Pour les observateurs attentifs, ceux qui lisaient entre les lignes des magazines et décryptaient les sourires forcés, les signes de désunion devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Shakira elle-même, dans l'intimité de son smartphone, laissait parfois transparaître une mélancolie inhabituelle. Un post sur les réseaux sociaux, une phrase énigmatique dans une interview, un regard perdu dans le vague lors d'une séance photo, autant d'indices subtils qui trahissaient une introspection douloureuse. Le déni public, tel un masque usé, persistait encore, mais sous la surface, l'anxiété grandissait, rongeant son âme comme une maladie invisible. L'atmosphère était empreinte d'une suspicion généralisée, d'un malaise croissant qui enveloppait la villa comme un brouillard épais. La lumière, même le soleil éclatant de Barcelone, semblait tamisée, presque furtive, reflétant la discrétion forcée et le secret qui entourait désormais le couple. Chaque conversation était une danse délicate autour de l'éléphant dans la pièce, chaque silence assourdissant pesait lourdement, suggérant l'imminence d'une révélation douloureuse que personne n'osait prononcer. Au fond d'elle, Shakira menait une lutte intérieure acharnée pour maintenir l'apparence, pour préserver la façade d'une vie parfaite qui s'effritait inexorablement. Elle était prise entre le désir farouche de protéger sa famille du scandale et la réalité implacable d'une relation qui s'écroulait morceau par morceau. Une tristesse profonde s'installait en elle, un déni tenace l'empêchait d'affronter l'inéluctable, mais, petit à petit, une prise de conscience progressive de la vérité s'imposait, douloureuse et inévitable. Les nuits étaient longues, peuplées de pensées tourbillonnantes, d'espoirs vains et de l'ombre grandissante de la solitude. Elle se sentait isolée, même au milieu de sa famille, prisonnière d'un rôle qu'elle ne parvenait plus à jouer. Juin 2022 arriva, apportant avec lui la fin de la mascarade. Après des semaines de spéculations intenses, de gros titres de plus en plus audacieux, de rumeurs qui s'étaient transformées en certitudes dans l'esprit du public, Shakira et Gérard Piqué publièrent un communiqué officiel. Concis, clinique, dénué de toute émotion apparente,
il annonçait simplement leur séparation. Le choc fut immense. Pour le public mondial, qui avait vu en eux l'incarnation du couple parfait, la rock star et le footballeur, un amour transcendant les frontières et les cultures, l'annonce fut un véritable coup de tonnerre. Les médias s'emparèrent de la nouvelle avec une voracité sans précédent. Ce fut un raz de marée médiatique. Les titres de journaux hurlaient la nouvelle, les chaînes de télévision diffusaient des reportages spéciaux analysant chaque détail de leur vie passée, chaque photo, chaque déclaration, à la recherche d'indices qui auraient pu prédire cette fin. Les paparazzis, tels des vautours, se multiplièrent autour de leur domicile, transformant la villa autrefois paisible en un fort assiégé. Le crépitement incessant des flashs, le bourdonnement des drones survolant leur jardin, les cris des journalistes postés devant le portail, tout cela créait une pression médiatique insoutenable. L'atmosphère était celle d'un tumulte assourdissant, d'une rupture brutale et publique. La lumière était crue, aveuglante, celle des flashs qui la poursuivaient même dans l'intimité de sa voiture aux vitres teintées. C'était une ambiance chaotique et envahissante, où l'intimité la plus sacrée était brutalement exposée, où sa tristesse personnelle était transformée en un spectacle public, décortiqué et jugé par des millions d'inconnus. Shakira se sentit submergée par un effondrement total, une vulnérabilité extrême qu'elle n'avait jamais connue. Le chagrin était une marée montante qui menaçait de l'engloutir. La trahison ressentie, poignante et amère, s'ajoutait à la peur lancinante pour ses enfants. Elle était une artiste à nu, confrontée à l'échec de sa vie personnelle sous les yeux du monde entier. Chaque regard posé sur elle, chaque article lu, était une piqûre, une blessure supplémentaire. Elle luttait pour sa dignité, pour sa paix intérieure, cherchant désespérément un refuge dans le chaos. Le silence de son père, William, et le regard compréhensif de sa mère, Nydia, étaient les seules ancres dans cette tempête. Elle se sentait comme un navire à la dérive, sans gouvernail, au milieu d'un océan d'émotions. La fin d'une ère, et le début d'une nouvelle, empreinte d'incertitude et de douleur publique, venait de s'écrire. L'été 2022 fut une épreuve de force. Shakira fit face à l'immense douleur émotionnelle de la rupture, une douleur qui la lacérait de l'intérieur, tout en devant gérer les répercussions désastreuses sur Milan et Sacha. Chaque matin, le simple fait de se lever et de faire face à la journée était un acte de bravoure. Elle s'efforçait de les protéger du tourbillon médiatique, des titres accrocheurs qui s'étalaient sur les couvertures des magazines, des rumeurs persistantes qui s'insinuaient même dans les conversations de la cour d'école. Elle tentait de maintenir une forme de normalité dans leur vie, de créer une bulle de sécurité autour d'eux, même si son propre monde s'était effondré. Des images d'elle, prises à la dérobée par des paparazzis sans scrupules, la montraient visiblement affectée. Son visage était souvent sans maquillage, ses yeux cernés, son sourire rare et contraint. Mais même dans ces moments de vulnérabilité, elle tentait de rester forte pour ses fils, affichant une détermination farouche. Elle se souvient d'une après-midi où Sacha, les yeux brillants d'inquiétude, lui avait demandé pourquoi papa n'était plus là. Elle avait serré son petit corps contre elle, luttant pour retenir ses larmes, cherchant les mots justes pour expliquer l'inexplicable. Elle s'isola en partie, cherchant du réconfort loin des regards indiscrets. Sa villa, autrefois un lieu de célébration et de vie, devint un sanctuaire, un cocon protecteur autour de ses enfants. Elle trouvait refuge auprès de sa famille proche, son père William, dont le silence sage et la présence rassurante étaient un baume pour son âme blessée, et sa mère Nydia, dont les câlins maternels étaient un baume pour son cœur brisé. Quelques amis fidèles, triés sur le volet, étaient autorisés à pénétrer dans ce cercle intime, offrant une épaule sur laquelle pleurer, une oreille attentive pour écouter ses peines. Cette période fut une véritable épreuve de force, où elle dut puiser au plus profond d'elle-même pour traverser l'orage. Les discussions concernant la garde des enfants commencèrent, des négociations difficiles et émotionnellement épuisantes qui ajoutaient une couche supplémentaire de stress à son chagrin. Chaque rencontre avec les avocats, chaque proposition, chaque contre-proposition était un rappel douloureux de la fin de son rêve familial. L'ambiance était lourde de tristesse, un voile constant planait sur la maison. La lumière était douce mais voilée, symbolisant la douleur intime et le besoin de se retirer du monde. C'était une atmosphère de cocon protecteur autour de ses enfants, mais aussi de solitude abyssale face à l'ampleur de son chagrin. Au fond d'elle, elle ressentait une profonde tristesse, un sentiment de trahison qui la rongeait, mais aussi une détermination farouche à protéger sa progéniture. Elle était en mode survie émotionnelle, canalisant toute son énergie pour ses enfants, mais intérieurement, elle était dévastée, cherchant désespérément un sens à ce qui lui arrivait. Un mélange de deuil et de résilience naissante commençait à prendre forme en elle, une force silencieuse qui la poussait à avancer, un pas après l'autre. Octobre 2022 marqua le début d'une transformation. Shakira, l'artiste, commença à transformer sa douleur brute en art, son exutoire le plus ancien et le plus fidèle. La musique, ce langage universel qui avait toujours été son refuge, devint son arme, son bouclier, son moyen de catharsis. Quelques mois auparavant, en avril 2022, elle avait sorti Te Felicito en collaboration avec Rauw Alejandro. À l'époque, les paroles de la chanson, qui parlaient d'une déception amoureuse et d'un amour illusoire, n'avaient qu'une résonance générale.
Mais après l'annonce de la rupture, elles prirent une nouvelle signification, une profondeur troublante qui résonnait avec l'expérience personnelle de Shakira. Pour te compléter, je me suis brisée en 1000 morceaux. On m'a prévenu, mais je n'ai pas fait attention, chantait-elle, et le monde entier entendait désormais l'écho de sa propre histoire. Puis, en octobre, vint Monotonia, en collaboration avec le chanteur portoricain Ozuna. Cette chanson fut une ballade poignante, une confession publique de la tristesse et du vide laissé par la fin d'une relation. Les paroles étaient directes, déchirantes. Ce n'était pas ta faute, ni la mienne, c'était la monotonie. Le clip vidéo, métaphore puissante de son état émotionnel, la montrait errant dans les rues, un trou béant dans sa poitrine, son cœur arraché gisant à ses pieds. Elle le ramassait, tentant de le remettre en place, mais la blessure était trop profonde. Le monde regarda, horrifié et fasciné, cette icône de la joie se dévoiler dans sa plus profonde vulnérabilité. Ces titres furent les premiers signaux de sa stratégie de transformation. Shakira n'allait pas se contenter de souffrir en silence. Elle allait utiliser sa plateforme musicale, sa voix puissante, pour communiquer ses sentiments et son expérience personnelle, sans encore nommer directement les coupables, mais en laissant peu de doute sur l'objet de sa peine. L'atmosphère était mélancolique et introspective. La lumière était dramatique, soulignant la vulnérabilité et l'expression artistique de la douleur. C'était une atmosphère de confession publique à travers l'art, où chaque note et chaque mot était chargé d'une émotion brute, palpable, universelle. Sur le plan psychologique, elle vivait une véritable catharsis artistique. Elle trouvait dans la musique un exutoire essentiel, transformant sa peine la plus intime en œuvre d'art. Il y avait un sentiment de soulagement, une libération progressive en reprenant le contrôle de son propre récit, même si la douleur était encore vive, une plaie ouverte qui ne demandait qu'à être pansée par la mélodie et les mots. Chaque ligne écrite, chaque note chantée, était un pas de plus vers la guérison, une affirmation de son existence au-delà de la souffrance. Les mois de novembre et décembre 2022 furent marqués par une effervescence médiatique sans précédent. Les chansons « Te Felicito » et « Monotonia » furent décortiquées, analysées, disséquées par les fans et les médias du monde entier. Chaque parole, chaque image des clips vidéo était passée au crible, à la recherche d'indices sur la nature exacte de la rupture et les responsables de cette fin douloureuse. Les forums en ligne s'enflammaient, les articles de presse spéculaient à l'infini, les émissions de télévision débattaient des heures durant. Le public était divisé, polarisé par l'histoire. Certains voyaient en Shakira une victime innocente, une femme trahie par l'homme qu'elle aimait, et lui apportaient un soutien inconditionnel. D'autres, plus vindicatifs, l'encourageaient à se venger, à dénoncer publiquement celui qui l'avait blessé. La spéculation atteignit son paroxysme, chaque geste, chaque silence de Shakira étant interprété, surinterprété. Pourtant, au milieu de ce tumulte, Shakira maintenait une distance calculée. Elle laissait sa musique parler pour elle, sans confirmer ou infirmer explicitement les interprétations du public. Son silence était une forme de puissance, une invitation à écouter l'art plutôt que les rumeurs. Elle se sentait tel un observateur silencieux au centre d'un cyclone, consciente de l'impact dévastateur de son art sur le monde. Cette période prépara le terrain pour l'explosion à venir, construisant une attente fiévreuse et une curiosité insatiable autour de son prochain mouvement artistique. L'atmosphère était celle d'un forum public géant, bruyant et passionné. La lumière était celle des écrans des smartphones et des ordinateurs, où les discussions s'enflammaient à toute heure du jour et de la nuit. C'était une atmosphère de pré-climax, où la tension montait de manière exponentielle, où le public attendait la prochaine révélation, consciente que quelque chose de plus grand, de plus puissant, se préparait dans les coulisses du cœur de l'artiste. Sur le plan psychologique, Shakira adoptait une position de force silencieuse. Elle observait le tumulte, consciente de l'impact profond de son art sur des millions de personnes. Elle ressentait un mélange de vulnérabilité résignée face à la douleur qu'elle exposait, mais aussi une détermination croissante à utiliser sa voix, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui avaient connu la trahison et la déception. Elle se préparait mentalement à la prochaine étape de sa transformation, sachant que le chemin vers la guérison passait par l'affirmation de sa propre vérité, coûte que coûte. Le temps de la discrétion était révolu, l'heure de la confrontation artistique approchait. La fin de l'année 2022 ne fut pas une période de répit pour Shakira. Loin de là, alors que le monde extérieur s'agitait autour des notes amères de Monotonia, un autre combat, plus silencieux mais tout aussi féroce, se déroulait dans l'intimité feutrée des cabinets d'avocats de Barcelone. Les négociations juridiques concernant la garde de Milan et Sacha étaient intenses, un ballet macabre de clauses, de conditions et de compromis, où chaque mot prononcé avait le poids d'une destinée. Shakira s'y rendait, le dos droit, le regard parfois voilé par la fatigue, mais l'esprit affûté. Les bureaux étaient froids, imprégnés de l'odeur du cuir neuf et du papier glacé. Les néons, d'une lumière dure et sans concession, éclairaient des visages impassibles, des montres de luxe et des piles de documents. Elle se souvient du crissement des stylos sur les accords, du son mat des dossiers refermés, de la voix monocorde des juristes qui énuméraient des articles de loi, des chiffres, des dates.
Chaque rencontre était une épreuve, une plongée dans les profondeurs de la douleur et de la désillusion, où l'amour autrefois flamboyant était réduit à des termes légaux, à des droits de visite et à des pensions alimentaires. Son désir de quitter Barcelone pour Miami n'était pas un caprice, mais une nécessité vitale. La ville, autrefois le nid douillet de son amour, était devenue une cage dorée, chaque rue, chaque parc, chaque restaurant portant l'empreinte de souvenirs trop vifs, trop douloureux. Elle aspirait à un nouveau départ, loin de l'environnement médiatique espagnol qui la traquait sans relâche et de la proximité constante de son ex-partenaire. Elle voulait offrir à Milan et Sacha un havre de paix, une chance de reconstruire leur vie loin des flashs et des gros titres. Les discussions étaient âpres, souvent épuisantes sur le plan émotionnel. Elle se souvient de nuits blanches, les yeux fixés sur le plafond, à peser le pour et le contre, à imaginer l'impact de chaque décision sur ses enfants. La perspective de les arracher à leur environnement, à leurs amis, à leur école, la déchirait. Mais la vision d'un avenir plus serein, d'un espace où ils pourraient grandir à l'abri des drames parentaux, était plus forte. Elle restait ferme sur sa décision, priorisant le bien-être et la stabilité émotionnelle de ses fils par-dessus tout. C'était un combat pour sa propre liberté, mais avant tout, pour celle de sa famille. Une lutte silencieuse, où la détermination d'une mère se heurtait à la rigidité du système légal. Elle était fatiguée par la bataille, mais animée par une volonté farouche de se reconstruire, de leur offrir, à eux et à elle-même, un nouveau chapitre. Le sentiment de devoir maternel, cette quête inébranlable de liberté, la poussait à surmonter les obstacles légaux et émotionnels, un à un. Finalement, après des semaines de tensions palpables, un accord fut conclu. Le soulagement fut immense, comme une chape de plomb qui se soulevait de ses épaules. Elle avait gagné le droit de déménager avec ses enfants, de tourner cette page douloureuse et d'en écrire une nouvelle, sous un soleil différent. Ce fut un prélude à la libération artistique qui allait suivre, une victoire personnelle qui lui donnait la force d'affronter le monde. Le 12 janvier 2023, la date résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire de la pop mondiale. Ce jour-là, Shakira, non plus la femme brisée de Monotonia, mais une force de la nature renaissante, sortit la BZRP Music Session, Vol. 53, en collaboration avec le producteur argentin Bizarrap. L'ambiance était électrique, une tension palpable planait sur la planète numérique dans les heures précédant la sortie. Les rumeurs avaient circulé, des bribes de paroles s'étaient échappées, annonçant l'inattendu. Puis, la bombe explosa. Le clip, d'une simplicité déconcertante, Shakira face à un micro, Bizarrap en arrière-plan, fut le réceptacle d'une colère transformée en art pur, en poésie cinglante. Les paroles, acerbes, directes, sans équivoque, frappaient là où ça faisait mal. Une louve comme moi n'est pas pour des types comme toi, chantait-elle, sa voix rocailleuse imprégnée d'une nouvelle assurance. Elle s'adressait à Gérard Piqué, à sa nouvelle compagne, et même, avec une audace inouïe, à sa belle-mère. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio. La métaphore était brutale, la comparaison impitoyable. Le monde entier retint son souffle, puis explosa à son tour. Ce fut un tremblement de terre culturel et musical. Les écrans s'illuminèrent de mille feux, les réseaux sociaux s'embrasèrent en quelques minutes. Les téléphones vibraient sans arrêt, les notifications s'accumulaient. La chanson pulvérisa tous les records d'écoute sur toutes les plateformes. Elle devint la chanson latine la plus écoutée en 24 heures, puis la première à atteindre 100 millions de vues sur YouTube en moins de 3 jours. C'était un phénomène sans précédent, une déflagration artistique qui dépassait toutes les attentes. L'atmosphère était explosive, révolutionnaire. La lumière des projecteurs et des écrans du monde entier illuminant ce phénomène sans précédent. Une atmosphère de libération cathartique, où la colère, la douleur, la trahison se muait en une puissance créative dévastatrice et célébrée. Shakira, l'artiste, avait accompli sa transformation. Elle était passée de la victime silencieuse à l'artiste vengeresse et triomphante, reprenant le contrôle total de son récit, défiant les conventions et les attentes, non pas en silence, mais avec un rugissement qui résonnait aux quatre coins du globe. Sur le plan psychologique, elle ressentait un sentiment de libération et de puissance retrouvée, une vague d'adrénaline qui la portait. La colère, longtemps contenue, s'était transformée en une détermination froide, en une audace nouvelle. Elle était fière, non pas d'avoir blessé, mais d'avoir osé dire sa vérité, d'avoir brisé le silence imposé aux femmes blessées. Elle avait repris la plume, le micro, et avait réécrit son propre épilogue, non pas en victime, mais en héroïne de sa propre histoire. Les semaines de janvier et février 2023 furent un maelstrom médiatique, un débat mondial houleux et passionné. La BZRP Music Session, Vol. 53, n'était pas seulement une chanson. C'était un cas d'étude, un phénomène de société qui divisait les opinions et enflammait les conversations. La question était sur toutes les lèvres, dans toutes les colonnes de journaux, sur tous les plateaux de télévision. Était-ce une revanche mesquine, une expression vulgaire d'une douleur personnelle étalée en public, ou un acte d'empowerment féminin, un cri de ralliement pour toutes les femmes qui avaient été trahies, minimisées ou réduites au silence? Les réseaux sociaux s'enflammèrent, devenant un forum public géant, bruyant et passionné.
Chaque tweet, chaque commentaire, chaque mème ajoutait une couche à la discussion. Les célébrités prenaient position, certaines soutenant Shakira avec ferveur, d'autres la critiquant pour son manque de classe. Les psychologues et les sociologues analysaient le phénomène, disséquant les paroles, les motivations, les répercussions. Elle monétise sa rupture, clamaient les détracteurs, elle expose ses enfants à la controverse. Mais d'autres voix s'élevaient, saluant Shakira comme un symbole de résilience, de liberté d'expression, une femme qui osait briser les tabous et exprimer sa colère légitime. L'atmosphère était celle d'un tribunal d'opinion à l'échelle planétaire. La lumière était celle des écrans et des discussions incessantes, des articles de presse et des commentaires en ligne qui s'enflammaient à toute heure du jour et de la nuit. C'était une atmosphère de jugement et de célébration simultanée, où la complexité de l'émotion humaine était mise à nu et discutée à l'échelle planétaire. La situation soulignait, avec une clarté brutale, la double norme souvent appliquée aux femmes artistes. Un homme pouvait chanter sa douleur, sa colère, sa vengeance sans être accusé de manque de classe, mais une femme ? Elle devait souffrir en silence, préserver les apparences, être la victime digne. Shakira avait brisé ce moule. Face à cette tempête, Shakira maintenait une résilience inébranlable, une force tranquille face à l'adulation et à la critique. Elle était consciente de la controverse, bien sûr, mais elle était déterminée à défendre son droit à l'expression. Elle ne se sentait ni coupable, ni honteuse. Elle avait ouvert un dialogue important, même si cela venait avec un coût personnel. Au fond d'elle, elle ressentait un sentiment de mission accomplie. Elle avait donné une voix à des millions de femmes, validé leur colère, leur douleur, leur droit de se relever et de se réapproprier leur histoire. Elle était devenue un miroir pour beaucoup, et cela, elle le savait, était inestimable. L'élan de succès, loin de s'essouffler, se poursuivit avec une force renouvelée au cours des mois de février et mars 2023. Shakira, en pleine possession de ses moyens, démontrait une polyvalence artistique qui déconcertait ses détracteurs et enchantait ses fans. Elle ne se contentait pas d'une seule note, d'une seule émotion. Elle collabora d'abord avec Karol G, une autre icône colombienne, pour le titre « TQG ». La chanson, sortie en février, était une nouvelle affirmation de puissance féminine, un hymne à l'autonomie et au dépassement. Le duo des deux colombiennes, leur énergie combinée, envoyait un message clair. Les femmes se soutenaient, se relevaient ensemble, et ne laissaient personne les rabaisser. « Je ne reviendrai pas ici, ni même si tu pleures, ni même si tu me supplies », clamaient-elles, leurs voix se mêlant dans une symphonie de force et de confiance. Le clip, visuellement puissant, montrait les deux artistes émergeant des flammes, plus fortes et plus belles que jamais. Puis, en mai 2023, elle surprit le monde avec Acrostico. Après la fureur et la détermination, Shakira révéla une facette plus tendre, plus vulnérable, mais tout aussi puissante de sa guérison. Acrostico était une ballade douce et émouvante, dédiée à ses enfants, Milan et Sacha. Chaque ligne de la chanson était un acrostiche, formant leur prénom, un témoignage d'amour inconditionnel et de résilience maternelle. « Tu m'as appris que l'amour ne se brise pas », chantait-elle, la voix empreinte d'une tendresse infinie. Le clip vidéo montrait Shakira et ses fils jouant au piano, leurs mains entrelacées, leurs regards remplis d'amour. C'était un moment d'intimité, une parenthèse de douceur au milieu du tumulte, prouvant que même dans la douleur la plus profonde, l'amour maternel restait une ancre inébranlable. Ces chansons, si différentes dans leur ton et leur message, prouvaient la polyvalence artistique de Shakira et sa capacité à naviguer entre la colère et l'amour, entre la vengeance et la tendresse. Elle consolidait sa position de leader incontesté des charts et de figure inspirante pour des millions de personnes. L'atmosphère était celle d'une victoire continue, d'une réaffirmation créative éclatante. La lumière était celle d'un nouveau matin, claire et pleine d'espoir, après la tempête. Une atmosphère d'équilibre retrouvée, où la force et la vulnérabilité coexistaient, montrant la complexité et la richesse de l'expérience féminine, dans toutes ses nuances. Sur le plan psychologique, Shakira ressentait une confiance retrouvée et une joie de créer renouvelée. Elle était en pleine possession de ses moyens artistiques, capable d'exprimer toutes les nuances de son expérience, de la rage à l'amour le plus pur. C'était un sentiment d'accomplissement et de gratitude, sachant qu'elle avait transformé la plus grande douleur de sa vie en une série de triomphes artistiques, en un héritage musical qui résonnerait longtemps après l'écho des polémiques. Elle avait prouvé que l'art pouvait être une thérapie, une arme et une source de guérison. Les mois de mai et juin 2023 virent l'accusation d'avoir transformé sa rupture en succès se cristalliser pleinement. Ce n'était plus une simple remarque isolée, mais un leitmotiv, une question lancinante qui revenait sans cesse dans les médias et les conversations publiques. Le débat sur l'éthique de sa démarche s'intensifia. Était-il juste de capitaliser sur sa douleur, de l'exposer au grand jour ? Shakira, à travers des interviews soigneusement choisies et ses publications sur les réseaux sociaux, commença à répondre à ces accusations, non pas avec agressivité, mais avec une sérénité acquise et une conviction inébranlable. Elle se souvient d'une interview télévisée, la lumière des studios douce mais insistante, où la journaliste lui posait la question avec une pointe d'hésitation. Le regard de Shakira était calme, son sourire léger.
La musique est ma thérapie, expliqua-t-elle d'une voix posée, chaque mot pesé. C'est mon moyen de processus, ma manière de survivre. Mes chansons sont une extension de mon âme, un chemin vers la guérison et l'autonomisation. Elle refusa catégoriquement d'être réduite au silence ou de se sentir coupable d'exprimer sa vérité. Pourquoi une femme devrait-elle se taire, alors qu'un homme est libre de crier sa douleur ou sa colère sur toutes les scènes du monde ? Mon art est mon droit, mon histoire est la mienne. Elle rappela son droit inaliénable à l'expression artistique et à la narration de sa propre histoire, une histoire qui, elle le savait, résonnait avec celle de millions d'autres femmes à travers le monde. L'atmosphère était celle d'une confrontation sereine et d'une justification artistique profonde. La lumière était celle de la vérité, parfois dure, parfois crue, mais toujours nécessaire. C'était une atmosphère de dialogue ouvert, où l'artiste défendait sa vision et son droit à transformer sa douleur en une œuvre d'art significative et universelle. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle était devenue une porte-parole, une figure emblématique de la résilience féminine. Sur le plan psychologique, Shakira était en paix avec ses choix. Elle était consciente de la valeur de son art, non seulement pour elle-même, mais pour le message qu'il véhiculait. C'était un sentiment d'intégrité et de responsabilité. Elle embrassait pleinement son rôle de porte-parole, sachant que chaque chanson, chaque interview, chaque déclaration était une occasion d'inspirer, de donner de la force, de rappeler aux femmes qu'elles avaient le droit de se relever, de se réinventer, et de transformer leur rupture en leur propre succès, à leur propre manière. Elle avait trouvé sa voix dans la douleur, et cette voix allait continuer à résonner, libre et puissante. Le soleil de juin 2023, à Barcelone, portait déjà la promesse d'un été ardent, mais pour Shakira, ses rayons n'éclairaient plus que les vestiges d'un passé douloureux. L'air vibrait encore des échos de la controverse, des débats passionnés que ses chansons avaient soulevés, mais au fond d'elle, une décision était prise, inébranlable. Le temps des batailles juridiques, des confrontations silencieuses et des justifications artistiques était arrivé à son terme. Il était temps de partir. Les cartons s'empilaient dans les couloirs de la villa, autrefois si animés, aujourd'hui empreintes d'une mélancolie palpable. Chaque objet emballé était un fragment de souvenir, une pièce d'un puzzle qu'elle avait cru éternel. Elle passait ses doigts sur les cadres photos, sur les jouets de Milan et Sacha, sur les livres qu'elle avait lus à ses enfants, et un mélange d'amertume et de soulagement l'envahissait. Barcelone, avec ses rues pavées, ses architectures gothiques et le murmure constant de la mer Méditerranée, avait été le théâtre de sa plus grande histoire d'amour et de sa plus grande déception. Elle avait aimé cette ville avec une passion dévorante, mais elle était devenue une prison dorée, chaque recoin portant l'empreinte d'un bonheur perdu, chaque flash de paparazzi une piqûre de rappel. Le jour du départ, l'ambiance était lourde de l'émotion des adieux. Milan et Sacha, leurs petits visages marqués par l'incertitude mais aussi par l'excitation de l'aventure, tenaient fermement ses mains. Shakira se retourna une dernière fois, posant son regard sur la maison qui avait abrité tant de rêves et de larmes. Une dernière image des jardins où ses enfants avaient joué, des fenêtres où elle avait regardé le soleil se lever. Elle inspira profondément, comme pour aspirer un dernier souffle de ce chapitre de sa vie, puis expira, libérant le passé. Le vol transatlantique fut long, une parenthèse suspendue entre deux mondes. Les enfants, épuisés par l'agitation des derniers jours, s'étaient endormis, blottis contre elle. Shakira regardait par le hublot, le ciel étoilé défilant sous ses yeux, un tapis infini de diamants. Elle sentait une fatigue profonde, mais aussi une énergie nouvelle, une promesse de renouveau. Miami l'attendait, une ville vibrante, un carrefour culturel latin, où le soleil brillait d'une lumière différente, plus chaude, plus prometteuse. L'atterrissage fut doux, comme une caresse sur la piste. Dès qu'elle descendit de l'avion, l'air de Floride l'enveloppa, une étreinte moite et parfumée, mêlant l'odeur du sel marin, des palmiers et des fleurs tropicales. C'était une sensation familière, un retour aux sources, un rapprochement avec ses racines latines et sa famille élargie, qui l'attendaient avec impatience. Ses parents, William et Nydia, étaient là, leurs visages marqués par l'inquiétude passée mais illuminés par la joie de les revoir tous les trois en sécurité. Leurs bras ouverts furent le premier refuge dans ce nouveau monde. Le nouveau foyer à Miami, une villa spacieuse et lumineuse, loin des regards indiscrets et de la pression médiatique constante de Barcelone, devint rapidement un havre de paix. Les murs blancs attendaient d'être remplis de nouvelles histoires, de nouveaux rires. Les enfants explorèrent chaque pièce avec une curiosité enfantine, leur voix résonnant joyeusement dans les espaces encore vides. Pour Shakira, chaque matin à Miami était une page blanche, une toile vierge sur laquelle elle pouvait enfin peindre un avenir plus serein. La lumière du soleil de Floride, chaude et enveloppante, semblait vouloir panser les blessures, sécher les larmes invisibles. Psychologiquement, elle ressentait un soulagement immense, une lourdeur qui se dissolvait lentement. L'excitation pour l'avenir était palpable, un frisson d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait plus en contrôle de sa vie, maîtresse de son destin et de celui de ses enfants. La gratitude l'envahissait, pour sa famille, pour ses amis, pour cette chance de recommencer. Une détermination renouvelée l'animait, celle de construire un foyer heureux et stable, où Milan et Sacha pourraient grandir loin du tumulte, dans la sérénité et l'amour inconditionnel.
Elle savait que le chemin serait encore long, que les cicatrices resteraient, mais à Miami, sous ce nouveau soleil, elle sentait qu'elle était enfin prête à guérir. Le déménagement à Miami, loin d'être un point final, fut en réalité un nouveau tremplin. Shakira ne s'arrêta pas à la libération de sa douleur, elle la transforma en une force créative intarissable. Juillet 2023 vit la sortie de Copa Vacía avec Manuel Turizo. Le titre, dont le clip la mettait en scène en sirène, explorait encore les thèmes de l'absence et de l'insatisfaction relationnelle, mais avec une touche de résilience, une dignité retrouvée. La vulnérabilité y était présente, mais elle n'était plus celle d'une femme brisée, c'était celle d'une femme consciente de sa valeur, qui refusait de se contenter d'un amour à moitié plein. La chanson, avec ses sonorités pop latines entraînantes, prouvait que Shakira pouvait aborder des thèmes profonds tout en faisant danser le monde. L'ambiance était celle d'un dynamisme créatif incessant. Les studios d'enregistrement de Miami, avec leurs technologies de pointe et leurs ambiances feutrées, devinrent son laboratoire. Elle y passait des heures, entourée de musiciens et de producteurs, explorant de nouvelles sonorités, de nouvelles collaborations. La lumière vive des projecteurs de scènes variées, des plateaux de télévision au festival de musique, la retrouvait avec une énergie renouvelée. Elle participait à des événements majeurs, recevait des prix pour ses contributions à l'industrie musicale et pour son engagement humanitaire. Chaque apparition était une démonstration de sa force, de sa capacité à se réinventer. Son art était désormais moins une réaction directe à sa rupture qu'une exploration continue de son identité, de ses émotions et de sa place dans le monde. Elle prouvait qu'elle était bien plus qu'une femme blessée. Elle était une artiste en constante évolution, dont la créativité puisait dans toutes les facettes de son expérience humaine. Elle se sentait animée par une joie de créer retrouvée, un sentiment d'expérimentation et de liberté artistique qu'elle n'avait peut-être pas ressenti depuis ses débuts. La curiosité renouvelée, une soif d'innover, la poussait à repousser les limites de son art, à surprendre son public, à se surprendre elle-même. Les mélodies s'envolaient de ses doigts sur le piano, les mots s'enchaînaient avec une facilité nouvelle, comme si les épreuves passées avaient aiguisé sa plume et sa voix. Elle expérimentait avec des rythmes caribéens, des touches de reggaeton, des ballades intemporelles, démontrant une maîtrise et une audace qui la maintenaient au sommet de l'industrie musicale mondiale. Elle était une force créatrice inarrêtable, un phénix renaissant de ses cendres, plus brillante et plus inspirante que jamais. À mesure que les années 2024 et au-delà se dessinaient, l'histoire de Shakira transcendait les colonnes des magazines People pour devenir un véritable cas d'étude, un phénomène analysé et décortiqué dans les sphères du mouvement féministe et de la culture pop. Son audace à transformer une douleur intime en un succès planétaire résonnait bien au-delà des charts, s'invitant dans les amphithéâtres universitaires, les conférences sur l'empowerment féminin et les podcasts dédiés aux dynamiques de genre. Les universitaires la citaient, les auteurs l'analysaient, les activistes la célébraient. Elle était devenue un exemple emblématique de réappropriation du récit pour les femmes, brisant le tabou de la victime silencieuse, qui, pendant trop longtemps, avait été le rôle assigné aux femmes blessées par la trahison. Son choix de ne pas se taire, de ne pas se cacher, mais de crier sa vérité par la musique, avait ouvert une brèche. Des thèses de doctorat étaient écrites sur l'impact de la BZRP Music Session, Vol. 53, sur la perception de la femme dans l'espace public. Bien qu'elle soit toujours critiquée par certains puristes ou par ceux qui la jugeaient vulgaire pour la nature personnelle de ses attaques, cette voix dissonante se faisait de plus en plus ténue. Elle était majoritairement célébrée pour avoir ouvert la voie à une nouvelle forme d'expression féminine, où la vulnérabilité et la force coexistaient, où la colère n'était pas synonyme de faiblesse mais de puissance. Sa trajectoire inspirait des millions de femmes à travers le monde, leur montrant qu'il était possible de transformer l'adversité en une source de force, de créativité et de succès. L'atmosphère était celle d'une réflexion intellectuelle profonde et d'un débat sociétal vibrant. La lumière était celle des salles de conférences où les esprits brillants disséquaient son œuvre, des bibliothèques où les recherches s'accumulaient, des écrans où les analyses se multipliaient et s'échangeaient. C'était une atmosphère de mouvement, où les idées circulaient librement, où l'histoire de Shakira devenait un catalyseur pour des discussions plus larges sur le genre, l'art, la résilience et la liberté d'expression. Sur le plan psychologique, Shakira ressentait une conscience aiguë de son impact et de la responsabilité qui en découlait. Elle était touchée par la portée universelle de son histoire, se sentant investie d'une mission qui dépassait sa propre expérience. Un mélange de fierté pour ce qu'elle avait accompli et d'humilité face à l'écho qu'elle avait trouvé chez tant de femmes. Elle savait que son expérience, bien que profondément personnelle, avait résonné universellement, offrant une voix à celles qui n'en avaient pas, une permission de se relever et de s'exprimer. Elle était devenue, sans l'avoir cherché consciemment au début, une figure emblématique d'une génération de femmes refusant le silence. Au cœur de cette nouvelle vie à Miami, le soutien indéfectible de sa famille demeurait le pilier essentiel de son équilibre. Son père, William, vieilli mais toujours aussi sage, et sa mère, Nydia, dont la tendresse était un baume constant, avaient eux aussi trouvé un nouveau souffle dans cette ville où la communauté latine était si présente. Ils étaient toujours là, présents, discrets,
offrant un amour inconditionnel qui était la véritable fondation de sa force. Les rires de ses frères et sœurs, les repas partagés, les longues conversations sur la terrasse sous le ciel étoilé de Floride, tout cela contribuait à reconstruire un cercle familial stable et aimant. À Miami, Shakira s'efforçait de recréer une forme de normalité pour Milan et Sacha. Les enfants s'épanouissaient dans leur nouvel environnement, loin des projecteurs incessants de Barcelone. Ils avaient trouvé de nouvelles écoles, de nouveaux amis, de nouvelles activités. Shakira était souvent vue avec eux, menant une vie plus équilibrée, participant à leurs matchs de football, à leurs spectacles scolaires, à leurs excursions au musée ou à la plage. Elle était une mère présente, attentive, qui mettait un point d'honneur à leur offrir une enfance aussi normale que possible, malgré sa propre célébrité. Les matins ensoleillés à les déposer à l'école, les après-midi à faire leurs devoirs ensemble, les soirées à lire des histoires avant de dormir, étaient devenus les moments les plus précieux de sa journée. Le temps, avec sa douce érosion, avait également permis aux relations avec Gérard Piqué de se normaliser progressivement. Loin de la fureur initiale et de la douleur brute, un cadre respectueux et axé sur le bien-être des enfants avait été établi. Les visites de Piqué à Miami étaient régulières, et Shakira s'assurait que Milan et Sacha puissent maintenir un lien fort avec leur père. Les conversations entre eux, autrefois tendues et juridiques, étaient devenues plus apaisées, centrées sur l'unique priorité, le bonheur de leur fils. Cette stabilité familiale, ce retour à une forme de paix, était la véritable fondation de son succès et de son épanouissement, la source de sa résilience. L'atmosphère était celle d'une sérénité familiale retrouvée, d'une reconstruction tranquille, pierre par pierre. La lumière était douce, celle des matinées ensoleillées de Miami qui inondaient la maison de clarté, des soirées passées en famille, bercées par le son des grillons et le parfum des fleurs nocturnes. C'était une atmosphère de foyer apaisé, où l'amour et le soutien mutuel étaient les maîtres mots, loin du tumulte passé, un sanctuaire de paix. Sur le plan psychologique, Shakira ressentait une paix intérieure profonde, une gratitude immense pour ce calme retrouvé. Elle était ancrée dans l'amour de sa famille, se sentant enfin en sécurité, équilibrée et complète. La conscience apaisée d'avoir réussi à protéger ses enfants, à leur offrir un avenir stable et rempli d'amour, tout en poursuivant ses propres aspirations artistiques et personnelles, était sa plus grande victoire. Elle avait appris que le bonheur n'était pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer à travers elle et de reconstruire un havre de paix, plus fort et plus lumineux qu'avant. L'histoire de Shakira en 2023 ne se résume pas à une simple rupture médiatisée, elle est devenue la chronique d'une renaissance spectaculaire. Elle a prouvé que la douleur pouvait être transformée en or, que la trahison pouvait engendrer un manifeste d'autonomisation. Ce qui aurait pu être la fin d'une ère personnelle et professionnelle s'est révélé être le début d'un chapitre d'une force et d'une pertinence inégalée. L'accusation initiale, celle d'avoir monétisé sa rupture, s'est retournée contre ses détracteurs pour devenir, paradoxalement, la preuve même de son génie. Elle n'a pas seulement chanté sa douleur, elle l'a ciselée, sculptée, transformée en une œuvre d'art qui a résonné à travers le monde. Elle a pris ce qui aurait pu la détruire, la honte, la colère, le chagrin, et en a fait une source inépuisable de force, de richesse créative et d'inspiration pour des millions de personnes. Son courage d'exposer sa vérité, malgré les jugements, a ouvert une voie, un espace où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse mais une expression de puissance. Shakira laisse un héritage non seulement musical, avec des titres qui resteront gravés dans les mémoires collectives, mais aussi sociétal. Son parcours est un témoignage éclatant que la vulnérabilité peut être une force inouïe, que la colère, lorsqu'elle est canalisée, peut être un moteur de changement puissant, et que le droit des femmes à s'exprimer, à raconter leur propre histoire, à leur manière, ne doit jamais, au grand jamais, être remis en question. Elle a redéfini les contours de ce que signifie être une femme forte dans le monde moderne, une femme qui refuse de se conformer aux attentes, qui refuse de se taire. Elle est devenue l'incarnation même de la « louve » qu'elle a chantée, une créature sauvage et libre qui, même blessée, se relève plus forte, plus sage, plus libre que jamais. Son rugissement, autrefois celui de la douleur, est devenu un hymne d'émancipation qui continue d'inspirer des millions de cœurs à travers le monde, leur rappelant que la fin n'est souvent qu'un nouveau commencement, et que la plus grande revanche est de se reconstruire, de s'épanouir et de briller de sa propre lumière. L'atmosphère, à la fin de cette histoire, est celle d'un accomplissement majestueux et d'une pérennité certaine. La lumière est celle d'un coucher de soleil flamboyant sur l'océan de Miami, teinté d'or et de pourpre, symbolisant la fin d'un cycle douloureux et l'aube d'un héritage éternel. C'est une atmosphère de sagesse et de puissance tranquille, où l'histoire de Shakira est gravée dans les annales du temps, comme un témoignage vivant de la force inébranlable de l'esprit humain, de sa capacité à transformer les cendres en étoiles. Sur le plan psychologique, Shakira ressent une plénitude sereine, une profonde satisfaction. Elle regarde en arrière sans regret, fière du chemin parcouru, des obstacles surmontés et de l'impact inattendu de son histoire sur le monde. Un sentiment de paix l'habite, une conviction que son expérience, ses chansons, continueront d'éclairer le chemin pour d'autres, bien après elle. Elle est une source d'inspiration, une voix pour les sans-voix,
une louve qui a trouvé sa liberté, et dont l'écho résonnera pour les générations à venir.